et bienvenue parmi les Digital Doers, le podcast de ceux qui font le e-commerce. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un nouveau type de plateforme e-commerce, un peu différente de celle qu'on a déjà vue jusqu'à présent. C'est celle de la réservation de trajets en autocar, les fameux car Macron. Donc oui, c'est une verticale, mais elle est hyper intéressante vous allez voir, par la façon avec laquelle elle est opérée, elle fonctionne. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Yvan Lefranc-Morin, le DG France de Flixbus, dont les véhicules sont facilement reconnaissables sur nos autoroutes grâce à leur belle livrée verte fluo, avec ce fameux logo un peu orange fluo, je crois. Bonjour Yvan, avant qu'on ne parle voyage en bus, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots ? Bonjour Cyril, donc je suis Yvan Lefranc-Morin, j'ai 35 ans. J'ai commencé ma carrière il y a une bonne dizaine d'années maintenant dans la finance, comme quoi on peut commencer en finance. Tu as commencé en finance, mais avant que tu nous parles de comment tu as commencé, tu as fait quoi ? Quel type d'études ? Ouais, j'ai fait des études de gestion finance à Dauphine. D'accord. Donc une formation assez classique finalement de gestionnaire. Et à l'issue de mes études, je me suis un peu laissé porter vers ce qui était une voie qui semblait assez toute naturelle. Et donc j'ai commencé dans la banque. Voilà, j'ai fait quelques années en fusion-acquisition, ce qui a été une période à la fois assez enrichissante, mais aussi finalement de laquelle je garde pas que des bons souvenirs. Attends, mais quand on fait finance à Dauphine, on peut faire du M&A, mais on peut faire aussi beaucoup d'autres choses. Pourquoi le M&A ? Tu sais pas ? Non, honnêtement, j'ai pas de réponse très satisfaisante à cette question. J'ai eu une opportunité pour aller faire mon stage de fin d'études dans une banque sympa. Voilà, c'est vrai que le M&A fermait pas de porte, ou en tout cas permettait de s'intéresser à pas mal de sujets différents. Tu faisais quoi concrètement en M&A Alors, des due deal ? Ouais, mais en tant que super junior, je faisais vraiment des tâches super ingrates. En gros, produire des slides du matin au soir, voire la nuit et le week-end. Donc, d'un point de vue purement professionnel et technique, je dirais que c'est pas nécessairement là où j'ai appris beaucoup de choses. En revanche, évidemment, c'est une école de la rigueur. On apprend à beaucoup bosser. On a une pression qui est quand même assez forte sur les épaules et surtout on apprend à bosser vite et bien et c'est on va dire la principale qualité je pense de ce type de métier quel que soit finalement les métiers de conseil qu'on puisse faire et puis finalement la deuxième vertu que je trouve à cette expérience c'est d'avoir pu et d'avoir compris assez vite que c'était pas ce que je voulais faire parce que tu y es resté 4 ans en fait. Ouais, un peu moins que ça, peut-être 3 ans avec mon stage 3 ans et quelques. Et ça m'a surtout donné envie d'entreprendre, d'aller faire autre chose. Mais alors, est-ce que c'est quand même parce que tu faisais de l'analyse en M&A, est-ce que c'est ça qui finalement, la lecture de ce que tu voyais, les dossiers qui passaient sous tes yeux, qui t'a donné envie de vouloir entreprendre, ou alors c'était sous-jacent depuis longtemps ? Non, c'était sous-jacent. Déjà, d'une part, je travaillais sur ce qu'on appelle les large caps, c'est-à-dire les très grandes entreprises du CAC 40, donc pas du tout finalement les petites PME, et c'est probablement là où il y a les choses les plus intéressantes à voir. Et puis ensuite, j'avais, je pense, cette envie en moi depuis toujours, je sais pas, mais en tout cas depuis quelques années, et finalement, ça n'a fait peut-être qu'accélérer le processus de dire bon, je vais pas y faire ma vie. J'ai pas envie de passer à côté de plein de choses, qu'elles soient professionnelles ou personnelles d'ailleurs, et je vais vite aller voir. Tu te souviens le truc, le déclic qu'il y a eu, ou alors c'est quelque chose finalement d'insidieux et qui a mûri pour finalement arriver comme naturellement à toi ? Il n'y a pas un jour ou un déclic ou un événement particulier, mais c'est clair que après quelques mois passés dans ce genre de job, à bosser la nuit jusqu'à 2h du mat et le week-end, on commence assez vite en fait à réfléchir à autre chose et à dire qu'est-ce qu'est la prochaine étape pour moi. Il y en a qui se disent moi j'ai envie de faire 10 ans là-dedans et puis je vais devenir MD d'une banque et je vais gagner plein de fric, mais je vais pas forcément m'épanouir professionnellement, ou il y en a peut-être qui réussissent à s'épanouir là-dedans d'ailleurs. Moi, très vite, je savais que c'était pas ça. Il se trouve que je me suis fait un très bon copain dans cette banque, et qu'on a commencé un peu à se monter le bourrichon assez vite, en se disant voilà, il faut qu'on fasse autre chose. On avait quand même, lui comme moi, cette envie d'aller faire autre chose et de lancer quelque chose d'entrepreneurial. Et donc, on s'est mis à réfléchir
assez vite et c'est monté petit à petit jusqu'à ce qu'on dise à un moment bon allez on arrête et puis on se lance dans notre propre projet. On arrête non pas les heures les journées interminables parce que l'entrepreneuriat c'est un autre type de marathon. Mais en tout cas, on le fait pour nous. On savait pourquoi est-ce qu'on voulait se lancer. Et là, on est en 2012. On est en 2011-2012. C'est quoi finalement le concept, c'est quoi l'idée, c'est quoi le marché, c'est quoi la proposition de valeur vers laquelle, ensemble avec tu peux d'ailleurs le nommer. Ouais, Julien. Ouais. Vous dirigez. Alors, on est super naïf évidemment à l'époque, on pense et c'est aussi une des choses qu'on a probablement appris avec du recul que en ayant fait 3 ans en fusion-acquisition, on sait tout faire, alors qu'en réalité on ne sait absolument rien faire. On est probablement un peu prétentieux, même très prétentieux de ce point de vue-là, en pensant que on a quelques contacts qui vont nous servir. Donc en gros on va pouvoir tout faire, quoi. Ce qui est évidemment totalement faux. Donc on réfléchit pas en se disant bah tiens qu'est-ce qu'on sait faire à l'heure où on se parlait et comment est-ce qu'on va l'exploiter. On se dit juste bah, on va aller faire quelque chose de complètement nouveau dans le marketing, dans l'internet, dans le business de plateforme déjà et puis de toute façon ça risque de réussir. Je veux dire on est super bien diplômé, on a appris plein de trucs et on va y arriver, quoi. En fait c'est un bon écueil justement de cette non mais alors attends, raconte-nous, ça s'appelle... Comment tu le prononces ça s'appelait Consumers. Voilà, l'idée c'était de dire... Avec un Y après le S. S. Un petit jeu de mots sur l'écriture du mot. L'idée c'est de dire on est à une période où on sait que les marques qui vendent des produits de grande conso ont du mal à s'adresser directement à leur consommateur final. Évidemment, mais ça c'est un enjeu qui est peut-être un peu moins vrai aujourd'hui, puisque c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, avec plein de trucs qui sont beaucoup développés quand même, il y a un accès plus direct au consommateur final. Mais en 2011, et d'ailleurs je reste persuadé que l'idée de base n'était pas complètement débile, c'était quoi cette idée? Cette idée c'était de dire bah voilà, il faut qu'on remette en relation directe les marques qui commercialisent des produits grand public avec leurs consommateurs finaux et qu'on leur permette d'échanger en direct via une plateforme que nous on monte et via notamment le jeu du test de produits. Donc en fait voilà, l'idée c'est de dire on va donner accès aux grandes marques à leur consommateur final en leur faisant tester leurs produits et en leur faisant des retours des feedbacks très quali qu'ils ont du mal à obtenir grâce à d'autres via d'autres canaux. Qu'est-ce que vous avez réussi à mettre en œuvre? Donc, ce qu'on met en œuvre, ce qu'on monte, c'est une plateforme internet où les consommateurs viennent s'inscrire. Cette plateforme, elle est développée par qui? Elle est développée en externe. Première grosse erreur, puisque Julien, donc mon associé et moi, on n'a pas du tout, on a exactement les mêmes compétences, c'est-à-dire qu'on est diplômé d'école de commerce, en gros, 0 compétences techniques. On n'a pas d'associé technique dans l'affaire et très vite évidemment on se retrouve dans la galère que rencontrent beaucoup d'entrepreneurs qui font ce choix, alors pas tous, il y en a qui tombent bien, de sous-traiter la partie technique. Évidemment vu qu'on n'a pas beaucoup d'argent, on la sous-traite en tirant sur les coûts comme des malades et on commence à rencontrer très vite les premières galères de développement, une plateforme qui met 2 fois plus de temps à être montée que ce qu'il aurait fallu, et puis qui répond pas du tout aux enjeux qu'on avait pu identifier, et puis les enjeux de toute façon évoluent au fil du temps, qu'est-ce que finalement tu retires vous avez retiré avec Julien de cette de cette expérience qui a duré quoi, un an, ouais, presque 2 ans, pas loin de 2 ans, ouais. Pas loin de 2 ans. Donc on se plante magistralement, hein. En gros, on développe le truc pendant quasiment 2 ans sur nos fonds propres. On monétisez un peu ou pas? On monétise un petit peu, mais honnêtement, de quoi dire qu'on a fait un peu de chiffre d'affaires, mais ça se compte en milliers d'euros. Après 2 ans, évidemment, il aurait fallu avoir plus de traction. On a une traction qui est assez sympa d'un point de vue plateforme. On a, je me souviens plus exactement, peut-être 25 000 testeurs qui sont inscrits sur la plateforme, donc qui sont des testeurs potentiels. On a quelques marques clientes en face qui font des petits tests. Sur des deals à quelques centaines ou quelques milliers d'euros, mais encore une fois, pas du tout de quoi révolutionner l'industrie. Et on a tous ces problèmes techniques en background qui ne nous permettent pas de scaler quoi que ce soit ou de proposer une différenciation
technique par rapport à ce qu'on pouvait trouver autre part. Et voilà, donc en fait, clairement, on se plante, mais on apprend plein de choses finalement de cette expérience. Et c'est clairement ça finalement le plus important avec du recul. On apprend voilà, d'une part qu'on ne sait pas tout faire, très loin de là. On apprend que chaque client, il faut aller le chercher à la sueur de notre front, que ça prend... que le cycle d'acquisition d'un client, ça prend énormément de temps. On s'attendait à ce que les choses aillent beaucoup plus vite, que la techno, la technique... Il y a une forme d'humilité qui apparaît. Ah ouais, là, on se prend une bonne baffe, honnêtement. Et on sort de cette expérience après 2 ans, où on repart chacun, en fait, vivre notre vie de salarié, puisqu'on recherche, on se remet chacun à chercher un boulot salarié pour différentes raisons, mais... principalement pour des raisons matérielles, hein. Économique, ouais. On a des familles à faire vivre, voilà. Ouais, on a pu avoir cette expérience entrepreneuriale aussi dans des conditions relativement correctes, puisqu'on est subventionné par le chômage en gros, mais sauf que le chômage ça dure pas ad vitam aeternam, donc il y a un moment où évidemment la réalité économique reprend le dessus et il faut Pôle emploi, c'est un des premiers France, Visit France, ça c'est clair. Donc, voilà, et donc beaucoup d'humilité, on en ressort grandi, mais aussi meurtri, je dirais pas, c'est pas forcément le bon terme, parce qu'honnêtement on l'a pas mal vécu, et moi finalement qui me remets à chercher un job, je me dis, pour le coup à ce moment-là, on est en 2014, fin 2013, comment va être perçue justement cette parenthèse entrepreneuriale sur un CV qui est pas très long, hein, j'avais pas 20 ans d'expérience, mais quand je vais me refrotter au monde du travail. Intéressant. Et comment ça se passe? Et je suis assez anxieux dans un premier temps, parce que c'est vrai qu'on n'est pas encore exactement dans la phase qu'on peut connaître maintenant, où l'entrepreneuriat est quand même beaucoup plus mis en valeur, même je pense par les DRH des grands groupes, ça reste encore à démontrer, mais en tout cas des plus petites PME, etc. Donc on a un peu cette peur de se dire comment ça va être perçu. Est-ce que les mecs vont se dire ils ont une grosse tâche sur leur CV, ou finalement c'est valorisé autrement. Et moi j'étais assez surpris, en tout cas en ce qui me concerne, par la bienveillance et le très bon accueil que j'ai pu recevoir de tous les gens que j'ai rencontrés à ce moment-là sur cette expérience entrepreneuriale, qui s'est soldée par un échec, faut pas avoir peur des mots, mais qui est très bien perçue par beaucoup de gens que je rencontre, et notamment beaucoup de potentiels employeurs, parce que ça dénote aussi beaucoup de qualité, de persévérance, de goût du risque, de tenter les choses. Et moi vraiment c'est un souvenir assez positif que j'ai de cette période, où c'est pas du tout un problème en réalité, et au contraire je pense que ça me sert beaucoup, et ça me servira notamment lors de mon expérience, le coup d'après, pas celui juste là, mais celui d'après, quand je rentre chez Flixbus, parce que c'est quelque chose qui est vraiment valorisé à ce moment-là. Avant de rentrer chez Flixbus, donc tu intègres cette nouvelle société qui s'appelle BJ Invest, un truc comme ça, c'est ça? Tu fais encore de la FUSAC là un peu, non? Alors en fait, donc BJ Invest, en gros, c'est la holding personnelle d'un entrepreneur du web qui a bien réussi et qui cherche à diversifier ses investissements. Donc là, je reprends une casquette assez financière, mais dans un univers qui est totalement différent de ce que j'avais connu avant en banque, parce que déjà, je passe dans une petite structure, c'est une boîte, un groupe, avec toutes les sociétés du groupe, il y a une centaine d'employés, donc c'est petit. Beaucoup de bienveillance, ce que j'avais pas du tout en banque, un rythme perso, une balance, un équilibre en fait, un équilibre perso-pro qui est super bon, et qui est finalement ce que je recherchais depuis le début aussi, et donc c'est une expérience sympa, parce que je fais beaucoup d'investissements, mais de petite taille, c'est des deals entre 1 et 5 millions d'euros, et donc là je rentre vraiment beaucoup plus que ce que je pouvais faire d'ailleurs en banque, dans la vie concrète d'une société. On va étudier de A à Z ce qu'elle fait avant de éventuellement la racheter. Donc c'est un bon moyen aussi pour moi finalement de cumuler un peu en tout cas d'utiliser mes 2 expériences passées, qui étaient une expérience plutôt classique en banque, finance, etc., et une expérience plus entrepreneuriale dans le web. Là, finalement, c'est une holding, mais qui n'investit que dans des activités digitales. Et donc, c'est on va dire que c'est un bon moyen de me remettre un peu en selle, et puis de trouver un intérêt et un sens à ce que je fais. Néanmoins, assez vite, je me redis, même si mon focus est très digital, j'ai pas envie de m'enfermer avec une casquette trop financière. J'ai pas envie de devenir DAF, en gros, c'est pas mon truc. Et donc il faut que je sorte
assez vite de ce carcan très Mais financier. alors, tu sais ce que tu ne veux pas Ouais, être ouais. et est-ce que tu sais ce que tu veux Non, être? absolument pas. Je sais pas du tout ce que je veux être, si ce n'est que je veux en gros mettre les mains dans l'opérationnel. Mhm, Ça c'est clair. Je veux plus avoir à gérer des sujets purement et uniquement financiers. mhm. C'est pas quelque chose qui me déplaît du tout, mais c'est pas un truc que je veux. En tout cas, c'est pas quelque chose sur lequel je veux me focus à 100%. Et j'ai pas du tout honnêtement de cahier des charges à ce moment-là. Et d'ailleurs, mon arrivée chez Flixbus, on va dire 1 an et demi après être arrivé chez BG Invest, est le fruit d'une coïncidence et d'un hasard. Enfin, c'est pas du tout quelque chose de provoqué. C'est pas, je réponds pas à une offre d'emploi. C'est comment ça se passe? Donc en fait, c'est assez simple. Il se trouve que j'ai un très bon copain que j'ai rencontré il y a 15 ans en faisant mes études en Grèce, pour la petite histoire, qui a un profil, lui, qui est très différent du mien, Sciences Po, journaliste, cabinet ministériel, et qui, à ce moment-là, fait un MBA à l'INSEAD et se fait embaucher par une start-up allemande à la sortie de l'INSEAD pour développer, en tout cas défricher le marché français d'une activité qui est le bus longue distance, qui est susceptible de connaître une libéralisation sur le marché français en 2015. Donc là, on est début 2015. Moi, je suis encore dans ma boîte précédente. Pierre, mon copain, me dit je me suis fait embaucher par cette boîte allemande pour faire l'étude de marché. Mais sans me proposer quoi que ce soit. Et je me dis, quelle drôle d'idée, après avoir fait Sciences Po, INSEAD, et d'être éligible à plein de jobs super sexy sur le papier, d'aller se foutre sur cette histoire de bus en France. Enfin, je me dis pas une seconde, c'est un truc sympa. À ce moment-là, il me propose pas du tout de le rejoindre, mais il me dit, voilà, je me suis embauché là-dedans pour info, quoi. Voilà, on déjeune ensemble. Moi, je commence déjà à me poser quand même pas mal de questions sur la prochaine étape. Et voilà. Et puis, on se revoit 1 mois après. Et là, il me dit en fait, j'ai vachement réfléchi. Tu me dis que tu as envie de bouger. Moi, je suis en train de passer l'étape d'après pour Flixbus en France. C'est-à-dire qu'on a fait l'étude de marché, on va y aller. Donc, il faut que je commence finalement à réfléchir à monter une équipe, quoi. Et puis, il me dit on se connaît bien, on sait qu'on est compatible, en tout cas on a le sentiment qu'on est compatible d'un point de vue professionnel, et surtout on a 2 profils très complémentaires pour le coup. Parce que Pierre, lui, il a vraiment cet aspect très finalement affaires publiques, relations publiques, relations Lobbying. presse, lobbying, qui est primordial dans notre activité, surtout sur un secteur qui se libéralise, qui porte le nom à l'époque du ministre de l'économie et ensuite du président. Donc il y a plein d'enjeux de ce point de vue-là. Il n'a pas nécessairement une vraie compétence plus opérationnelle, plus métier que moi j'ai un peu plus. Je ne veux pas dire que j'ai une expérience dingue là-dedans, mais on va dire que je suis plus proche. T'as un goût pour la chose. J'ai un goût pour la chose. Voilà. J'ai fait des études de gestion, donc j'ai cet aspect plus, on va dire, plus large. J'ai fait moi-même beaucoup de commercial dans le cadre de mon expérience entrepreneuriale. Donc voilà, on se complète bien. Et finalement, il me fait venir dans cette boîte comme binôme du lancement de l'activité en France à ce moment-là. Je mets une pause. J'appuie sur le bouton pause parce que avant qu'on rentre dans le détail de ce que tu vas y faire, je pense que c'est bien, avant de revenir sur toi, que tu nous dises ce que c'est que Flixbus, quelle est l'histoire, comment c'est né, quelle est la proposition de valeur. Pitch-nous un peu en quelques minutes, enfin un peu rapidement, raconte-nous Flixbus, c'est une société allemande, comment ça naît, quand, voilà. Ouais, alors Flixbus, c'est vrai que c'est une histoire qui est assez sympa et qui est assez peu connue, notamment en France, qui naît en 2013 en Allemagne. En fait, il se trouve que le marché allemand se libéralise en 2013 en Allemagne, c'est-à-dire que le marché des lignes d'autocar longue distance se libéralise. Comme exactement ce qui s'est passé en France 2 ans après. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'avant 2013 en Allemagne, on ne peut pas, c'est interdit par la loi, se déplacer en car sur des tronçons domestiques. Donc je ne peux pas faire un Berlin-Cologne en car, c'est interdit pour protéger le monopole du train longue distance, notamment de la Deutsche Bahn, mais c'est un peu différent, le marché était déjà ouvert, le marché du train était déjà ouvert là-bas. Et donc il se trouve que moi, les 3 fondateurs de Flixbus sont 2 anciens du BCG, un ancien de Microsoft. Donc là, pour le coup, ils ont des profils relativement complémentaires. Et les deux, on va dire, aujourd'hui, qui sont toujours co-CEO de la boîte, se disent
je sais pas exactement s'ils étudient la libéralisation du marché dans le cadre de leur job au BCG, mais toujours est-il qu'ils disent il y a une ouverture de marché, c'est tellement rare que des marchés se libéralisent, quel que soit le secteur, il faut qu'on étudie le truc parce qu'il y a forcément quelque chose à les faire, il y a forcément voilà, il y a forcément un challenge à relever et un truc sympa à faire. Donc ils étudient le marché et ils se disent ce marché de l'autocar, c'est un marché qui est vieux comme le monde. Il y a énormément de pays dans le monde où l'autocar est le principal mode de transport, tout transport confondu. On va en Asie, on va en Amérique du Sud, c'est 10 fois plus gros que l'avion, que le train, ça n'a rien à voir. Voilà, et donc ils partent de ce constat en disant on veut un peu révolutionner finalement quelque chose qui est le car, qui est vieux comme le monde, en apportant d'une part une touche de digital, plus qu'une touche, une vraie composante digitale tech qui n'existe pas, ou en tout cas très peu. On veut apporter une dimension assez sociale, c'est-à-dire qu'on veut finalement créer un mode de transport qui soit le moins cher possible, le plus accessible possible au plus grand nombre. Et on veut... Une démocratisation de l'accès, en fait. On veut le démocratiser et on veut mettre l'accent, déjà dès 2013, sur l'aspect écologique du mode de transport et sur le fait que c'est clairement une réponse aux problématiques de pollution, d'émissions de CO2 qu'on peut connaître, ce qui n'est pas nécessairement très intuitif, on pourra revenir dessus plus tard, mais donc il y a vraiment ces trois composantes qui sont très fortes, et voilà, et c'est sur cette base, sur cette idée qui lance Flixbus en Allemagne en février 2013, donc là on est ouverture de marché, c'est la guerre absolue, ça me fait un peu penser, et d'ailleurs on va connaître 2 ans après exactement la même situation en France, pour moi c'est un peu les 118-218 quoi, à l'époque en France, il y a 15 acteurs qui se lancent sur le marché en Allemagne, on a la Deutsche Bahn qui lance une filiale dédiée aux cars longue distance, la Deutsche Post qui lance, donc des mastodontes qui vont lancer des filiales, plein d'autres acteurs plus ou moins connectés au monde des transports qui lancent. Et là, honnêtement, c'est une boucherie. Sur les 6 premiers mois, il y a, je sais pas... Attends, quand ils se lancent, comment ils font en fait? Parce que c'est bien beau d'avoir l'idée, mais derrière, il faut à la fois, et tu le disais justement, il y a une dimension tech qui est fondamentale dans la proposition de valeur de Flixbus. Il faut savoir les développer. C'est apparemment pas des développeurs informatiques. Donc il faut s'allouer les services de quelqu'un qui sait le faire, savoir designer cette plateforme tech. D'une part, et d'autre part, il faut bien des cars. Comment ils font? Ouais, alors sur l'aspect tech, il y a un des 3 cofondateurs qui est un ancien Microsoft, qui est un tech et qui maîtrise parfaitement tous ces sujets. Alors évidemment, il s'entoure très vite de personnes qui l'aident, mais il y a quand même cette notion de la tech qui est gérée en interne, et c'est évidemment, je suis bien placé pour le savoir, un des nerfs de la guerre, en tout cas, je le pense. Ils vont réfléchir évidemment à ce modèle de façon à ce qu'il soit le plus asset light possible. Donc le modèle auquel ils réfléchissent, c'est pas un modèle totalement intégré, où on possède le car nous-mêmes, où on va embaucher nous-mêmes les chauffeurs et on va gérer toute la chaîne de valeur depuis finalement le trajet en autocar en lui-même jusqu'à la vente au consommateur final. Mais c'est un modèle justement qui est beaucoup plus asset light, où finalement on va, nous, Flixbus, nous concentrer sur les aspects qu'on maîtrise, ou en tout cas qu'on estime pouvoir maîtriser assez vite, de par nos compétences, c'est-à-dire finalement tout l'aspect digital, mais au sens très large. Donc ça va de la planification du réseau, le design du réseau. Donc là, c'est une compétence qui est un peu hybride, où il va falloir... mais ça, ils l'ont acquéri au fur et à mesure. Ouais, ça, c'est et quand ils se lancent, vraiment, quand ils font une levée de fonds sur des slides PowerPoint, comment ils font pour financer tout ça? Ils lancent évidemment avec des levées en seed auprès d'investisseurs, de business angels. Je pense qu'ils ont la très bonne idée de faire rentrer au capital très vite 1 ou 2 compagnies d'autocars indépendantes. Oui, alors, parce que, vas-y, t'allais en parler. Justement, Flixbus ne possède pas les autocars et travaille avec des partenaires. Raconte-nous un peu cette notion importante. Le modèle, c'est on travaille avec des PME indépendantes qui sont basées aujourd'hui partout en Europe, qui sont souvent des PME familiales, c'est la 2e, la 3e génération, qui font du car depuis des générations et des générations. Donc ils font du car, ils font du tourisme, ils louent des cars à des CE d'entreprise, à des groupes scolaires, à ce genre de choses. Ils font ce qu'on appelle de la DSP, donc en fait ils opèrent des lignes d'autocars municipales dans le cadre
en région parisienne, c'est la RATP qui s'occupe des bus de ville, mais dans toutes les autres villes de France, c'est des appels d'offres qui sont lancés auprès de compagnies privées qui vont opérer pour le compte de la municipalité les lignes urbaines de Besançon, de Lyon. Voilà. Donc en fait, c'est des boîtes privées qui opèrent ces lignes-là. Et la troisième chose qu'ils font, c'est du transport scolaire qui pour le coup, passe par d'autres types d'appels d'offres, mais qui reste finalement de l'activité voilà, avec les régions ou avec les collectivités locales. Donc ils ont des activités B2B Voilà. qui sont organisées et structurées depuis très longtemps. Et vous arrivez vers ces partenaires et vous leur faites miroiter autre chose. Et on leur propose en fait de participer avec nous à l'ouverture de ce marché. Ces gens qu'on rencontre, ils connaissent très bien leur activité, ils savent très bien quelles sont leurs limites, c'est-à-dire ils savent qu'ils ne sont pas capables, eux, d'aller acquérir des clients en B2C, d'aller acheter des mots-clés sur Donc Google. les trois fondateurs, finalement, en Allemagne, quand ils se lancent, ils vont tout de suite voir des premières entreprises partenaires, dont un certain nombre à qui ils proposent de rentrer au capital dès le départ, en disant voilà, nous, ce qu'on va faire dans la libéralisation du marché en Allemagne. On va faire quelque chose de nouveau et vous allez être partie prenante. Donc, en fait, très vite, ils ont les moyens opérationnels de lancer les premières lignes. Voilà. Ce qui compte, c'est de lancer les premières lignes, être donc visible. j'imagine qu'ils font des lignes clés, enfin je sais pas quels sont les tronçons. Oui, bien sûr, les trucs évidents. L'équivalent du Paris-Lyon. Et au début, évidemment, enfin, on a des photos assez marrantes. Ils sont 3 dans un bureau. Ils font eux-mêmes à la main sur une feuille blanche les lignes. C'est eux-mêmes ce qu'on appelle le graphiquage qui vont définir les horaires. Donc évidemment, au début, c'est super artisanal et ça nécessite une vraie confiance dans le produit qu'on va délivrer. Donc voilà, très vite, malgré tout, c'est un business de volume. Et très vite, comment ils font alors pour faire le scale-up en fait? Alors, faut savoir que c'est un business qui génère un BFR négatif, puisqu'on va vendre des tickets pour les 6 prochains mois. Donc finalement, on va payer nos partenaires, nos sous-traitants, les gens qui produisent réellement la ligne, souvent à 1 ou 2 mois post-opération. Donc il y a quand même une génération de cash flow qui peut se faire assez vite et qui permet de financer l'activité à venir. Donc qui ne nécessite pas nécessairement d'avoir un stock qu'on va garder chez nous et qu'on va vendre après coup. Donc ça, c'est assez différent de ce point de vue-là aussi d'une plateforme de e-commerce très traditionnelle. Et puis on va... ils vont aller assez vite. Ils vont lever malgré tout assez vite également en série A derrière pour pouvoir financer l'activité et pouvoir ouvrir le réseau un maximum, sachant qu'on est clairement sur un enjeu de vitesse. C'est-à-dire qu'il faut exécuter le plus vite possible. Il faut être très vite un gros du marché parce que si on ne va pas assez vite dans l'exécution et finalement dans le déploiement du réseau, on meurt très vite. Et donc là, la tech, elle est clé en fait. La tech, elle est clé pour plein de raisons. Déjà parce que sur le parcours d'achat du consommateur, aller avoir un truc qui soit intuitif, simple, c'est quelque chose d'évident. Mais derrière, il y a des outils de tech, et on pourra revenir dessus parce que c'est vraiment un des fondements aussi de l'ADN de Flixbus sur comment est-ce qu'on gère un réseau de lignes. C'est hyper complexe à gérer, il va falloir les lignes, il faut les faire vivre, il faut changer les horaires, il faut les interconnecter les unes aux autres, il y a des systèmes de hub. On va y revenir. Je reviens sur l'Allemagne. Le lancement 2013, c'est la boucherie, tu le dis, il y a une myriade de concurrents qui se lancent en même temps sur ce marché allemand qui s'ouvre. Flixbus est confronté à des mastodontes. In fine, tu me le disais avant qu'on l'enregistre, aujourd'hui Flixbus c'est 98% du marché en Allemagne. Donc ça veut dire que vous avez réussi, Flixbus, les trois ont réussi assez vite à prendre des parts de marché. Selon toi, ou selon l'histoire, ou ce qui est factuel, qu'est-ce qui a fait que Flixbus, assez rapidement, puisque si en 2015, ils ouvrent la France et en l'espace de seulement 2 ans, ils ont eu les moyens d'ouvrir la France et peut-être qu'ils ont ouvert la France, mais aussi d'autres pays. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu que la France. Donc en 2 ans, ça allait très 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 vite. Qu'est-ce qui a fait ? C'est quoi qui a fait que Flixbus a mieux répondu à un besoin, à une demande, à un marché que les autres ? Alors, c'est assez difficile honnêtement d'y répondre pour moi. J'étais pas là à ce moment-là, mais j'ai quand même des pistes à donner. D'une part, évidemment, le fait d'être une start-up agile face à beaucoup de très grosses boîtes en face, dont on connaît l'inertie de fonctionnement. On l'a vu aussi en France en face de nous avec nos concurrents, mais ça complexifie
énormément ce genre finalement de croissance parce qu'on a besoin d'être super agile, d'aller super vite, de prendre des décisions en 5 minutes et pas en 3 jours. Donc l'agilité, clairement, c'est un point super important. Je pense que l'approche, justement, très digitale, très marketing, et on pourra revenir aussi sur les sujets marketing, on est hyper, nous, héroïste dans tout ce qu'on fait. On a une approche qui est assez spéciale. On veut maîtriser tous nos canaux de distribution. Donc, on est assez atypique de ce point de vue-là quand on regarde nos concurrents en France et en Europe. Donc, on a eu un parti pris depuis le début qui a été de se différencier de ce point de vue-là également. Je pense qu'il y a eu beaucoup aussi peut-être un peu de folie. C'est-à-dire qu'on s'est lancé dans un truc qui paraissait être hyper complexe, peut-être un peu naïvement, mais finalement ça nous a permis de le faire sans se poser trop de questions et de pas prendre peur là où on aurait certainement dû prendre peur si ces 3 fondateurs avaient été plus rationnels dans leur approche. Il y a un événement que tu mentionnes pas mais qui est important. Fin 2014, on fusionne avec le numéro 1 ex-aequo. On est numéro 1 du marché ex-aequo avec une boîte qui s'appelle Mindfernbus, qui fait exactement la même chose que nous sur le même modèle, c'est-à-dire qui travaille avec des partenaires qui n'intègrent pas en propre. Et donc ça nous permet également de grossir très vite. Je rembobine. Un élément de différenciation, évidemment, par rapport à beaucoup de nos concurrents, c'est notre modèle. C'est-à-dire que notre modèle nous permet de nous déployer hyper vite. On est asset light. On n'a pas besoin d'aller financer les cars nous-mêmes que les partenaires vont acheter. On n'a pas besoin nous-mêmes d'embaucher les chauffeurs. Raconte-nous sur les partenaires, parce qu'après on va revenir sur ton arrivée en France en 2015 chez Flixbus, quelle est ta lettre de mission. Mais pour que pour que nous puissions bien comprendre les réponses que tu nous apporteras par rapport à ton rôle chez Flixbus, il est important, parce qu'on en a discuté avant l'enregistrement, c'est justement la façon avec laquelle vous travaillez avec les partenaires. Justement, ces bus que vous ne possédez pas, tu as commencé déjà à nous le dire, donc des partenaires, mais tu m'en as dit plus, je voudrais que tu le redises. Voilà, ils doivent acheter un bus. Tu m'avais donné un exemple très concret en France, sur un tronçon, dans l'Ardèche, je sais pas. Reprends-le. Le cahier des charges, il est très simple. En fait, nous, on va en chambre designer un réseau de lignes d'autocar. Donc moi j'ai des équipes qui vont designer des nouvelles lignes pour l'année prochaine par exemple, et qui vont me sortir, je sais pas, une ligne entre Caen et Saint-Malo. Sur cette ligne, on va me dire évidemment, me donner tout un tas d'informations, les horaires, etc. Et on va me dire où est-ce qu'il faut se trouver pour pouvoir l'opérer de façon optimale, avec les coûts de production qui soient les plus faibles. Donc se trouver, c'est-à-dire géographiquement, où est-ce que le partenaire doit se trouver idéalement pour pouvoir opérer cette ligne de la meilleure des façons. Donc voilà, donc je vais recevoir un paquet de lignes, on va me dire cette ligne-là, il faudrait trouver quelqu'un dans cette région. Ensuite, j'ai des équipes de commerciaux, ou ce qu'on appelle chez nous, c'est le business développement, qui va aller sur le terrain, essayer de trouver des boîtes, des PME qui font de l'autocar, qui seraient susceptibles d'être intéressés par l'opération de cette ligne en question. Et derrière, on leur fournit un cahier des charges qui est très simple, c'est vous devez acheter un véhicule qui corresponde à notre cahier des charges, qui est assez strict. Vous devez évidemment faire en sorte de trouver les chauffeurs pour pouvoir conduire ces cars. Et finalement, votre mission, elle s'arrête plus ou moins là. C'est-à-dire que vous devez gérer les opérations pures et dures, parce que nous, Flixbus, on est bien incapable de le faire. C'est pas du tout notre métier ni notre ADN. En revanche, nous, on va se charger de tout le reste. Remplir le car, pour faire simple. Donc moi, j'aime bien synthétiser vraiment en une phrase, c'est dire nos partenaires se chargent de faire rouler les cars et nous, on se charge de les remplir. En gros, c'est ça la proposition, en tout cas le deal qu'on passe avec nos partenaires. Il y a un truc intéressant que tu me disais, et je pense que c'est clé pour bien comprendre à la fois le business model et puis peut-être l'ADN de Flixbus. C'est que vous ne les possédez pas à l'écart, ça c'est une chose. Mais tu m'expliquais quand même qu'il y a des lignes, et les lignes, que le car soit plein ou pas, elles roulent. C'est-à-dire que finalement, vous avez un engagement vis-à-vis de vos partenaires. Raconte-nous un peu. Alors, c'est vrai qu'il faut comprendre ce que c'est que notre activité et ce que c'est que la ligne régulière d'autocar. C'est exactement comme un train. C'est-à-dire que le car, il part à un horaire précis, qu'il soit vide ou qu'il soit plein, il part. Il s'arrête aux arrêts qui sont prévus et il arrive à une destination finale. Quel que soit le nombre de clients qui ont réservé dans ce car, c'est pas du car à la demande. Ça, c'est important de le comprendre. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que par opposition à un modèle de pure plateforme, de mise en relation entre une offre et une demande,
Nous, on a quelque part aussi cette charge, et c'est coût fixe, puisqu'on parle, c'est ce qu'il y a de sous-jacent derrière, de dire finalement, l'écart, il part de toute façon, il n'y a pas de sujet. Il faut être capable, nous, de bien les remplir, parce que si jamais ils partent à vide, c'est nous, Flixbus, qui allons supporter le coût de ces opérations sans aucune recette en face. Donc, pour le dire autrement, avec nos partenaires, le deal qu'on a avec eux, c'est qu'en gros, on va couvrir en tant que minimum garanti, donc on va leur assurer de toucher un minimum garanti qui couvre grosso modo leur coût de production. Et ensuite, tout ce qui va aller au-delà en termes de recettes, on va le partager. Et l'idée, c'est de bien comprendre qu'effectivement, en opposition, encore une fois, à une plateforme où vous ne faites pas de l'intermédiation, parce que c'est le mot que j'ai, avec lequel je suis arrivé avant qu'on enregistre, en disant, alors, quelque part, est-ce que Flixbus est de l'intermédiation ? Non. Et c'est vrai que tu expliques bien, en fait, avec ce modèle-là, que ce n'est pas le cas, puisque vous avez... finalement, vous supportez une partie du risque financier. C'est un peu, je ne sais pas si finalement la comparaison est pertinente, mais c'est un peu le principe d'avoir on a une sorte de stock périssable, en gros. Le moment où le car part, ça y est, on ne peut plus rien vendre, et on a intérêt à bien l'avoir écoulé, parce que de toute façon, il faut le payer, et ça peut coûter très cher. Et en fait, quand on réfléchit à ce modèle et qu'on le projette sur l'ensemble de notre business aujourd'hui, qui est européen et aux États-Unis, demain en Asie, en Amérique du Sud, c'est plus de 2500 véhicules en Europe qui circulent tous les jours. Il faut être sacrément confiant dans notre capacité à bien remplir les cars, parce que si jamais on doit supporter les coûts de ces 2500 cars, mais qu'on remplit mal les cars en face, ça coûte vite très 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 cher, et le risque associé à ça, il est très important. Donc c'est vrai que de ce point de vue là, c'est assez différent, ou même très différent du profil du risque d'une pure plateforme d'intermédiation. C'est très clair, merci pour cette précision. Revenons en 2015, tu arrives, donc Pierre, c'est son prénom, te convainc de le rejoindre pour ensemble se lancer lancer Flixbus en France quelque part. Comment ça se passe concrètement alors ? Alors concrètement, j'arrive le premier jour, je commence en mai 2015. À ce moment-là, le marché n'est toujours pas libéralisé en France. Il y a des discussions qui sont en cours au Parlement. Il y a c'est la fameuse loi Macron qui libéralise plein d'autres choses, l'ouverture des magasins le dimanche, etc. Dans le paquet, il y a la libéralisation du secteur des cars. Et donc, j'arrive à côté de Pierre. On se retrouve dans son appartement et on se dit qu'est-ce qu'on fait, quoi ? Par où on commence ? À la différence d'un projet entrepreneurial pur, on a, nous, quand même une proof of concept qui fonctionne en Allemagne. La boîte est déjà assez grosse en Allemagne. C'est plus qu'un POC, non ? C'est plus qu'un POC. Fin 2014, donc on a fusionné en Allemagne avec MindFernbus. On est archi-leader du marché déjà, avec 60% de part de marché. On a General Atlantic qui est rentré au capital à ce moment-là. On n'est plus déjà une toute petite start-up. Non. Donc honnêtement, c'est hyper agréable parce que nous, en France, on a une lettre de mission qui est de développer le business. Mais on n'a pas. Comment tu le fais alors que la loi n'est pas encore passée ? Ouais, alors à ce moment-là, de commencer à préparer, on va dire, le lancement du business. Mais t'as pas un playbook là ? J'ai pas de playbook parce qu'on est le premier pays à se lancer en dehors de l'Allemagne. Donc on est la première internationalisation. Pourquoi d'abord la France ? Parce que c'est le premier. Parce que c'est naturel. C'est assez naturel pour plein de raisons. D'une part, parce que c'est à côté de l'Allemagne et qu'il y a des effets de réseau. Il y a des effets de réseau qui sont énormes dans notre activité. On pourra revenir dessus. Mais c'est un marché sur lequel il faut être, non pas national, mais européen, sinon vous êtes mort. Donc il y a des énormes coûts fixes, autres que ceux qu'on a mentionnés. Il y a des énormes coûts fixes de tech. Il faut être capable de scaler. Et donc il faut très vite devenir international, parce que sinon ça ne fonctionne pas. La France, c'est voisin de l'Allemagne. Donc déjà, il y a ce jeu naturel de réseau qui se crée. On sait que le marché va s'ouvrir. La seule interrogation, c'est quand exactement. Mais on a de bonnes raisons de penser que ça va être en 2015. Et voilà, c'est suffisamment proche culturellement aussi de l'Allemagne pour se dire... Voilà, on a une référence qui est l'Allemagne, ça a marché, on devrait réussir en France. Néanmoins, on a zéro notoriété, personne n'a jamais entendu parler de Flixbus. Mais attends, mais quand même, quand je t'entends parler, je me dis, mais qu'est-ce qui t'a motivé, en dehors de l'amitié que tu pouvais porter à Pierre, qu'est-ce qui t'a motivé à vouloir le rejoindre ? Parce que autobus, autocar, moi, a priori, c'est quand même pas le truc qui fait rêver. Un marché qui n'est pas libéré. Ce qui me motive, c'est plusieurs choses. D'une part, je l'ai dit tout à l'heure, mais j'avais envie de faire autre chose, de passer à autre chose. Non, mais ça, j'ai compris. Très opérationnel. Là, on me vendait un truc super opérationnel. J'avais envie de faire un truc très entrepreneurial. On me vendait un truc super entrepreneurial sans
tous les aspects compliqués, entre guillemets, de l'entrepreneuriat, mais on peut en reparler. Mais c'est vrai que là, on nous donne une carte, on va dire, on nous donne une mission, une lettre de mission, et je vais revenir dessus, mais sans toute la pollution qu'il peut y avoir à devoir chercher à lever des fonds en permanence. Moi, on n'a pas à gérer la levée de fonds. On n'a pas à gérer... c'est de l'intrapreneuriat, en quelque peu sorte. De l'entrepreneuriat, ou je sais pas comment on peut le définir, mais voilà, on n'a pas à gérer les problématiques de trésor. Comment est-ce que je vais payer mes mecs à la fin du mois ? Ça prend, ça occupe 100% de l'esprit des entrepreneurs et ça leur prend 90% de leur temps. Moi, j'ai pas à gérer ça en France, donc j'ai les mains libres pour faire de l'opérationnel, du business et développer un truc sans avoir à gérer tout un tas de sujets, même dans les premiers mois du développement. Mais ça, en France. C'est clair au départ. Ouais, c'est super clair. Quand en arrivant, tu savais. Je savais. Je sais. J'ai un truc qui est sympa, c'est d'aller bosser avec un mec que je connais, avec qui je m'entends bien. Moi, ça me motive. Je sais que ça va être fait on va le faire dans des super bonnes conditions. J'ai une maison mère qui assure déjà. Tu parles allemand ? Je parle un petit peu, j'ai fait allemand à l'école, j'ai tout oublié, de toute façon tout se fait en anglais évidemment, et surtout le point clé, le point qui me fait décider de rejoindre Flixbus, de quitter un truc assez confort vers un truc, c'est vrai, qui peut se planter en 3 mois, hein, parce qu'à ce moment-là, tout le monde, d'ailleurs tous les observateurs du marché disent ok, Flixbus dans 3 mois ils sont morts, enfin personne ne les connaît, ça va être très compliqué. Je vais à Munich. Je passe une journée entière à rencontrer les 2 fondateurs avec qui je passe 3 heures, qui honnêtement m'expliquent leur vision. Ils ont quel âge ? Ils ont 37, 38 aujourd'hui. À l'époque, ils en ont 32. C'est des mecs brillantissimes, qui ont une vision qui est dingue, qui évidemment m'explique le fond de ce que c'est que ce business, qui n'est pas du tout en réalité un business de transport classique, c'est un pur business de tech / opération. Moi, j'adore ça. Voilà, il y a vraiment une alchimie qui se passe. Je rencontre plein d'autres personnes. Je rencontre la personne qui va devenir très vite mon N+1, qui est aujourd'hui VP de toute l'Europe de l'Ouest, qui est un mec super brillant également. Un Allemand ? Comme un Allemand, ouais. Et puis je me rends compte de ce que c'est que Flixbus en Allemagne à ce moment-là. J'y vais en Allemagne, c'est déjà une institution. C'est la boîte qui a connu la croissance la plus fulgurante de l'histoire des startups allemandes en l'espace de 2 ans. On a commencé à rouler en février 2013. En 2015, quand je rejoins la boîte 2 ans après, c'est déjà une boîte qui fait des centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires, qui est numéro 1 de son secteur, qui a des ambitions dingues et donc de volume d'affaires. De volume d'affaires, sauf que chez nous c'est du chiffre d'affaires parce qu'on est on achète le stock, hein, donc et d'ailleurs comptablement c'est du chiffre d'affaires, donc c'est pas d'intermédiation. Donc d'ailleurs s'il fallait le prouver d'une façon ou d'une autre, d'un point de vue purement comptable, c'est du chiffre d'affaires. Et donc je me décide en l'espace d'une journée, enfin quand je reviens de Munich, je dis c'est clair, j'y vais. Ça a l'air dingue, je vais m'éclater, même si jamais ça se plante, c'est pas grave, je vais apprendre vachement de trucs et je me suis pas trompé, je pense que j'ai pris la bonne décision. Alors c'est quoi ta lettre de mission quand donc ma lettre de mission, c'est très clair, c'est on est sur malgré tout ce que je viens de dire avant, sur un business de plateforme. Il faut de la supply pour pouvoir créer de la demande, il me faut de l'offre, il me faut des cars qui tournent et des lignes qui tournent et qui tournent vite quand le marché va se libéraliser. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas que j'attende que le décret soit signé pour aller rencontrer des mecs qui sont prêts à mettre des cars sur les... Tu rencontres d'abord ceux qui ont les cars ou alors d'abord vous designez les lignes ? Alors, on fait les deux en parallèle. Mais d'abord les lignes sont designées. Parce que moi, quand je vais voir une boîte, une PME, quel que soit l'endroit en France, il faut que j'arrive avec quelque chose de concret à lui présenter. Je ne vais pas juste lui présenter le modèle, salut, c'est nous. Mais en parallèle, ce qu'on fait un truc qui est assez smart à l'époque, c'est qu'on fait de la presse. Beaucoup. On parle pas mal de la loi Macron à ce moment-là. Et nous, on dit, on fait une conférence de presse, je sais pas, au mois de mai, où on dit, on fait venir un car double étage brandé Flixbus d'Allemagne. On embarque tous les journalistes dedans, on leur fait faire un tour de Paris et on parle au micro en leur expliquant que on va. C'est qui ? C'est Pierre et toi ? C'est Pierre et moi, avec Raphaël qui est toujours notre directeur RP et qui est là comme moi, qui arrive une semaine après moi. On est tous les 3 au tout début et on est avec notre système D et on se dit comment est-ce qu'on va faire parler de nous. Et donc là, on explique à tous les journalistes avec beaucoup de cran au micro qu'on est Flixbus, qu'on est leader de notre marché en Allemagne, qu'on arrive en France et que dans 12 mois, on sera leader en France. En face de nous, il y a Ouibus, donc filiale de la SNCF, qui opère déjà des lignes depuis 2012 à l'international et qui attend qu'une chose, c'est que Eurolines en fait, c'était ça. Non, ça c'est différent. Eurolines, qui est l'acteur historique, filiale de Transdev, Transdev, filiale aussi d'un gros groupe semi-public français qu'on a fini par racheter il y a 6 mois. Il y a Megabus qui est un gros acteur européen. Il y a
il y a 4-5 gros acteurs en France qui sont 10 fois plus connus que nous et qui ont 10 fois plus de moyens. Et nous, on arrive et on dit, dans 12 mois, on sera leader de ce marché parce que on a une vraie compétence et parce que, on est... Et d'ailleurs, on a plein déjà de contrats qui sont signés. On est prêt à partir dès que la loi se lance. À ce moment-là, on n'a pas signé un contrat avec qui que ce soit. On est super enthousiaste, mais honnêtement, on est nulle part, quoi. Personne ne connaît Flixbus. Enfin, la marque est inconnue du grand public, inconnue même de la sphère professionnelle. Les PME qu'on va rencontrer, pour la plupart, quand ils nous rencontrent, ils n'ont jamais entendu parler de nous. Mais on dit, on va être leader et c'est comme ça. Et ça, finalement, c'est évidemment c'est assez culotté, mais ça nous permet, ça fait énormément parler de nous dans la presse. Pas que de la presse spécialisée, dans la PQR, dans la presse nationale, on fait des JT télévisés, etc. Et suite à ça, on commence à avoir des appels entrants. On a pas mal de PME qui nous appellent et qui nous disent « Ah, je vous ai vu dans tel canard ou sur telle chaîne, je me suis un peu renseigné sur vous, j'ai vu ce que vous disiez en Allemagne, effectivement, ça a l'air sérieux. Moi, j'aimerais bien participer à ce marché. » Mais je suis une relativement petite PME, donc je suis incapable de le faire tout seul. J'aimerais bien qu'on se rencontre. Donc c'est vraiment l'élément qui nous met le pied à l'étrier. Et moi, ma lettre de mission, je suis directeur du business développement, directeur de pas grand monde, mais directeur quand même. Et je dois chercher des partenaires et je dois chercher des cartes. Et là, tu prends ton bâton de pèlerin. Et donc là, je me fais un tour de France, enfin un tour. Je suis 4 jours sur 5 en province, dans les petits bleds souvent, dans les dépôts d'autocars. Je vais rencontrer les patrons de PME. Et je vais leur expliquer un peu le modèle. Je vais leur expliquer ce qu'on a déjà réussi à faire en Allemagne, comment est-ce qu'on voit les choses en France, pourquoi est-ce qu'on pense avoir une vraie valeur ajoutée par rapport à nos concurrents. Je vais leur expliquer qu'on a battu en 2 ans la Deutsche Bahn en Allemagne, la Deutsche Post, et qu'on est déjà suffisamment gros, qu'on est financé, donc on n'est pas non plus un tout petit acteur qui peut se planter en 15 jours. Et en fait, en l'espace de 3 mois, on signe une quinzaine de partenaires qui nous permet de mettre... en tout cas d'avoir en préparation pas mal de lignes à lancer le jour où le décret est signé. Il se trouve que le décret est signé... Et là, les partenaires, ils ont déjà acheté le bus ou Alors non, quand en mai... Oui, parce que c'est un point important, les bus, on n'a pas parlé tout à l'heure. En fait, tu m'expliquais, les bus, ils sont normalisés, c'est-à-dire que pour que l'expérience voyageur soit la même d'un pays à un autre, il y a une typologie de bus qui doit être respectée. Donc les partenaires... On leur demande, on a un cahier des charges très précis, on a certains modèles de cars, certaines marques qui sont autorisées avec un certain niveau d'équipement pour faire en sorte que le produit soit standard partout en France et partout en Europe et bientôt dans le monde. C'est l'idée qu'il y a derrière aussi cette vision. Et donc, ils les achètent là Ils les achètent. Ils sont immobilisés alors il faut savoir que quand on commande un car, on met en général 4 à 5 mois avant de le recevoir. Donc, c'est pas un truc que je vais acheter chez un concessionnaire qui m'attend. Surtout qu'avec nos spécificités, ça demande un peu plus de temps de traitement, etc. Donc, on va dire que, sans rentrer dans le détail, mais on commence à signer les premiers deals au mois de mai. En septembre, quand on va réellement commencer à lancer les premières lignes, seulement les premiers des partenaires qu'on a signés en mai ont des cars à lancer sur les routes. Donc voilà, le marché se libéralise début août 2015. Le 3 septembre, on lance notre première ligne, Paris-Clermont-Ferrand, nos 2 premiers cars sur le réseau français. Et ensuite, dans les semaines qui suivent, on lance plein de nouvelles lignes. L'enjeu, encore une fois, est d'être le plus rapide possible pour proposer une offre qui soit la plus conséquente possible et faire parler de nous et faire venir les gens sur notre plateforme. Si vous avez que 3 pauvres lignes qui se battent en duel, les gens ils vont faire autre chose, ils vont voir une autre plateforme très vite, quoi. Voilà, donc ça c'est vraiment le début. Que ce soit perçu comme étant une vraie alternative au transport d'autres. Voilà. Alors après ça c'est un autre combat qui va prendre beaucoup plus de temps. On va en parler. Donc en fait finalement pendant 1 an c'est ce que tu fais, c'est développer. Ouais, grosso modo, le réseau. Pendant, on va dire 9 mois, je suis avec mon équipe que je recrute très vite sur les routes. On va voir des PME, on va leur expliquer ce qu'on fait et on va les convaincre de venir avec nous. Et tu bénéficies finalement de la technologie qui est portée par l'Allemagne, voilà, bien sûr. Adaptée au modèle français. Tu as une plateforme internet qui permet de faire les réservations que probablement tu as dû contribuer à localiser pour vérifier que les choses sont bien traduites, que c'est conforme à la législation locale, je pense à la CNIL et ce genre de choses. Et au bout de, on va dire, une petite année ou une année, je sais pas, tu prends officiellement la tête de... Ouais, alors l'histoire, c'est que donc moi je suis en binôme, en gros la première année avec Pierre, en se partageant les sujets. Pierre, donc mon binôme,
pour des raisons perso, part suivre sa femme aux US. Il part s'installer sur la côte ouest et donc me laisse en gros un peu seul dans un moment où il y a pas mal de choses à faire évidemment, mais où moi j'ai une équipe qui tourne pas mal d'un point de vue purement bizdev. Et donc, je peux me mettre à me consacrer à d'autres tâches. Et donc là, voilà, je me retrouve seul en France, avec évidemment une équipe qui a beaucoup grossi entre-temps autour de moi. Et voilà. Et pour la petite histoire, Pierre part aux US, donc poursuit sa femme. Il en profite pour faire une étude de marché pour Flixbus aux États-Unis. Et 1 an et demi après, il lance Flixbus aux États-Unis et il est toujours patron de Flixbus États-Unis. C'est génial. Voilà. Donc les Frenchies, la French Connection fonctionne aussi chez Flixbus et voilà, c'est assez marrant. Donc raconte-nous la suite parce que il y a plein de choses. On a bien compris comment ça s'est lancé avec cette ouverture, la préparation qu'il y a eu de Flixbus. Tu arrives finalement début 2016, il y a les premières lignes qui fonctionnent, les premières équipes qui sont montées en France, à Paris, c'est ça ? Ouais, on est à Levallois. C'est quoi la suite de l'histoire ? Alors, parce qu'il y a de la concurrence, il y a une concurrence qui est excessivement forte sur le marché français. Parce que contrairement à d'autres marchés type l'Allemagne où il y a eu beaucoup de monde au début, mais où il y a probablement beaucoup plus de rationalité dans les choix économiques des acteurs en place. Pour la faire simple, la Deutsche Bahn, qui a lancé une filiale d'Autocar, se rend compte au bout de 2 ans, après avoir perdu 20 millions d'euros en cumulé, que finalement, c'est pas son truc, qu'il n'y arrive pas bien, et qu'il faut probablement mieux qu'il retourne se focus sur le train. En France, les acteurs publics, notamment, n'ont pas du tout la même approche. Donc on se retrouve finalement assez vite dans un schéma où on n'est plus que 3 gros acteurs. On était 5 au départ, il y en a 2 qui jettent l'éponge, qui se font racheter d'ailleurs, un par Flixbus, l'autre par Ouibus, donc filiale de la SNCF. Et on se retrouve avec 3 gros acteurs en France. Flixbus, qui devient assez vite leader, mais avec un leadership qui n'est pas ultra prononcé par rapport aux autres. Donc un marché qui est assez bien finalement, qui est assez morcelé. Ouibus, filiale de la SNCF, et Eurolines, qui est l'acteur historique, que beaucoup de gens connaissent, en tout cas les gens d'une génération autre que les millennials, et qui a lancé sa propre filiale d'ailleurs qui s'appelle EasyLines, de ligne nationale en France. Et on se retrouve... EasyLines, c'était... voilà, c'est Eurolines, c'est pareil. Okay. Et donc là, on se retrouve à 3 gros acteurs, avec un marché qui est hyper compliqué pour plein de raisons. La première raison, c'est que c'est un marché qui vient de naître. Il n'y a aucune éducation qui a été faite auprès de la population des clients potentiels. Le marché a besoin d'être éduqué. Le marché a totalement besoin d'être éduqué. L'éducation, elle porte sur quoi ? C'est leur faire comprendre quoi ? Alors, faire comprendre plein de choses. Déjà qu'on existe, parce que ça... qu'il y a une offre de car. Il y a une offre de car. Il faut imaginer à ce moment-là, on est en 2015, la seule alternative, entre guillemets, low cost au transport longue distance, c'est le covoiturage. Il n'y a rien d'autre qui existe. Donc, c'est pas du tout inné dans l'esprit des gens de se dire, bah tiens, j'ai besoin de me déplacer, j'ai pas forcément un budget très conséquent, donc je vais regarder les cars. Il y a plein de gens qui ne connaissent pas, mais en 2016-2017, on fait je me souviens très bien que moi-même, je me suis dit, mais c'est un retour en arrière. Ouais, voilà. Et ensuite, il y a typiquement ce deuxième aspect. Pour ceux qui connaissent, se dire, ok, super, le car, merci. J'ai déjà donné pour les transports quand j'étais à la fac ou je sais pas, à l'école. Et je me souviens qu'étudiant, pour rentrer de Londres, ça m'est arrivé de prendre de l'Eurolines. C'était le seul moyen, c'était hyper inconfortable. Il n'y avait pas de concurrence, donc pas du tout tiré vers le haut. Et nous, c'est vrai qu'on arrive avec un produit qui, dès le départ, et d'un super bon rapport qualité-prix. C'est-à-dire que le produit en lui-même, c'est du car de grand tour, ce qu'on appelle de grand tourisme. Ouais, mais ça, c'est ta proposition de valeur sur le marché. Ouais. Mais le marché, il faut l'éduquer. Voilà, le marché, il faut l'éduquer. Il faut lui dire, d'une part, on existe. D'autre part, c'est plus du tout le car que vous avez en tête. C'est-à-dire que c'est du car maintenant grand tourisme, avec des prises de courant, du Wi-Fi. Depuis le début, on a de l'Internet à bord. Vous avez de la place pour les jambes. C'est safe. C'est beaucoup plus sécure que de voyager en voiture, par exemple. Le taux d'accidentologie est infiniment inférieur en car qu'en voiture individuelle. C'est beaucoup moins cher, beaucoup moins cher. On est 30% moins cher que du covoiturage. C'est plus long. 3 à 4 fois moins cher que du train. Que du covoiturage, ça se défend. C'est pas hyper sensible par rapport à du TGV, évidemment. Par rapport à un covoiturage où il faut s'arrêter, chercher, faire des détours, chercher des gens, etc. C'est plus long évidemment, mais c'est pas, on triple pas le temps de trajet. Donc voilà, il y a plein d'enjeux auprès des clients potentiels. Il faut se faire connaître. Et vous, Flixbus, comment vous vous positionnez ? C'est quoi ?
parce que tu parlais marketing, Ouais. et c'est là où peut-être la dimension marketing de ce que vous êtes, de ce que vous faites, peut être décrite. Ouais, alors on se positionne de plusieurs façons. D'une part, on est sûr de deux choses. D'une part, qu'il faut être très vite le plus gros en termes d'offres. Il faut proposer une offre qui soit la plus complète possible au client pour lui dire que s'il vient sur notre plateforme ou s'il télécharge notre application, il va avoir une réponse à son besoin. C'est la première de nos convictions. La deuxième, c'est de dire tout notre marketing est axé sur la redistribution de valeur à notre client. Je m'explique. On ne va pas faire comme tous nos concurrents en France en 2015-2016 des campagnes télé à des coûts exorbitants où finalement on se fait certes connaître du grand public en redistribuant de l'argent aux chaînes de télé. Nous, on va faire des campagnes où on va être très agressif sur les prix et on va redistribuer toute la valeur à nos clients directement, c'est-à-dire qu'on va faire des billets à 1 euro. On va là, tu nous parles du yield management en fait. Enfin, pas exactement du yield, en fait vraiment de cette approche marketing de dire, voilà, moi, plutôt que mettre 5 millions dans une campagne télé ou 2 campagnes télé dans l'année, je vais faire 5 millions de discounts à mes clients pour les faire venir chez moi. Et voilà, c'est une approche qui peut être débattue évidemment, mais nous, c'est notre approche de dire on veut se faire connaître de ce point de vue-là. On va aussi être super attentif à pas hypothéquer nos chances de long terme, en tout cas à maîtriser tant qu'on peut nos canaux de distribution. Je m'explique, on est distribué toujours aujourd'hui en direct chez personne d'autre que chez Flixbus. C'est-à-dire que vous ne pouvez acheter l'acte d'achat d'un produit, d'un ticket Flixbus ne se fait que via nos systèmes. Mais alors c'est intéressant que tu soulignes et mentionnes ce point-là parce que c'était pour moi une évidence que c'est comme ça que ça fonctionnait. Mais en fait, non. En France, on est un marché où les comparateurs sont particulièrement gros. On a un site que tout le monde connaît qui s'appelle ex-Voyage SNCF, qui s'appelle Oui SNCF par exemple, qui est le principal vendeur de tickets de train en France, mais qui est aussi un énorme vendeur de tickets de car, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont comparer les prix. Flixbus a fait le choix depuis 2015 de ne pas être distribué chez Voyage SNCF ou chez Oui SNCF, parce que... je pensais que c'était que les cars de la SNCF qui étaient là. Non, bien sûr que non. Encore eux, en tout cas, que tous les acteurs puissent, s'ils ont envie d'y arriver, y arriver. Sinon, ça créerait des vrais problèmes de compétition. Donc, vous restez en fait maître chez vous. Voilà, on va être maître chez nous, et ça, c'est un principe auquel on déroge très rarement. Voilà, c'est de dire, nous, notre conviction, c'est qu'il faut qu'on maîtrise nos canaux de distribution. On peut être typiquement référencé chez des comparateurs, mais l'acte d'achat final va se faire chez nous. C'est-à-dire qu'on va toujours rediriger sur notre site. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais pour dire qu'on a des partis pris marketing qui sont super forts et auxquels on déroge assez rarement. Et je ne sais pas si c'est une des clés du succès, mais en tout cas, l'histoire a prouvé que ça avait plutôt assez bien fonctionné. Donc aujourd'hui, il reste combien d'acteurs? Parce que aujourd'hui, finalement, les choses ont beaucoup évolué. On n'est plus que 2 acteurs. Ouibus a été racheté par Blablacar il y a quelques mois maintenant, à l'été dernier. Nous, quelques mois avant ça, on avait racheté Eurolines. Donc on est maintenant à 2 acteurs sur le marché. 2 acteurs, j'ai envie de dire, rationnels, enfin, puisque Blablacar est une start-up privée qui n'est pas financée à fond perdu par le contribuable, donc qui ne peut pas se permettre, comme l'a fait Ouibus pendant des années, de perdre des dizaines de millions d'euros sans avoir de compte à rendre à qui que ce soit. Donc on va dire que maintenant le marché s'est un peu assaini après 5 ans, mais reste un des marchés les plus complexes d'Europe parce que les coûts de production en France sont très élevés, parce qu'on a des péages à payer sur les autoroutes. Alors ça, c'est une notion qui n'était pas forcément évidente. Effectivement, les péages, le coût de production. Quand tu regardes le coût de la main-d'œuvre moyenne à l'heure en Allemagne, c'est sensiblement la même chose. Mais en fait, tu me dis, ouais, mais c'est là où il y a de la réglementation qui rentre en ligne de compte, puisque finalement, en France, on a une réglementation qui est assez astreignante. Voilà, exactement. Nous, par exemple, on va demander à toutes nos lignes de nuit de fonctionner en double équipage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 2 chauffeurs qui sont à bord. Ça veut dire qu'il faut payer les 2 chauffeurs. Et les règles, typiquement, de paiement du 2e chauffeur à bord de nos cars est beaucoup plus contraignant en France qu'en Allemagne. C'est-à-dire qu'en Allemagne, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on va le payer 50% en gros du temps qui passe dans le car, enfin de son salaire horaire quand il ne conduit pas. En France, ça va être 100%. Ce qui fait que plein de choses mises bout à bout, le coût de production d'une heure d'autocar en France est beaucoup plus élevé qu'en Allemagne, et encore évidemment plus élevé que dans tous les autres pays européens. Donc ça, c'est la situation actuelle. La situation actuelle. Et, tu m'as aussi dit, en m'expliquant tout à l'heure le fonctionnement, que
le design des lignes a été quelque chose d'important, comme la tech, mais que tu avais, je ne sais plus où, au siège, probablement en Allemagne, une dizaine de personnes qui étaient assignées au design des lignes en France, et que c'était hyper complexe. Tu as commencé à le dire un petit peu. Est-ce que tu peux revenir dessus? Parce que j'ai l'impression quand même que c'est quelque chose de singulier dans votre business. Ouais. C'est vrai que quand on parle de plateforme souvent d'intermédiation, on oublie un peu cette... on oublie, c'est pas qu'on l'oublie, c'est qu'elle n'est pas forcément partie prenante de cette proposition de valeur qu'on peut avoir. C'est vrai que nous, dans notre activité, j'aime bien dire qu'on est en fait un peu un mix entre une plateforme de e-commerce, en tout cas d'intermédiation, et une compagnie aérienne. Parce que le réseau, le design du réseau, c'est nous, Flixbus, qui l'avons à notre charge. Et il est primordial, évidemment, pour que le business fonctionne derrière. Pourquoi ? Parce que si on design mal une ligne, ou qu'on la calibre mal en termes d'horaire, si on se trompe de sens par rapport à la demande, si je suis dans le sens inverse de la demande, par exemple, je vais avoir personne dans mon car. Et comme je prends le risque, moi, de stock derrière d'inventaire, ça va me coûter une fortune. Donc, je suis obligé d'être super à cheval sur la planification de mon réseau. Ce qui veut dire qu'il faut être très attentif aux lignes qu'on crée et aux lignes qu'on fait vivre. Il y a un autre aspect qui ressemble beaucoup, encore une fois, aux compagnies aériennes, c'est le système de hub. Nous, c'est vrai qu'on a un réseau européen qui est primordial pour survivre dans cette activité. Si vous êtes en national uniquement, vous êtes mort demain. Il faut faire du volume obligatoirement. Et j'ai énormément de gens qui vont faire des connexions, qui vont prendre un premier car entre Brest et Paris, et qui vont ensuite prendre un deuxième car entre Paris et Berlin, Paris et Vienne, Paris et Madrid. On vend énormément de tickets en connexion, et donc il faut évidemment que les lignes elles soient interconnectées intelligemment les unes aux autres via le jeu de ces hubs. On a un certain nombre de villes en France qui sont référencées comme des hubs, évidemment Marseille, Paris, Lyon, les grosses villes, et on génère énormément de synergie entre nos différents marchés européens et même entre nos marchés domestiques, grâce à ces systèmes de hub, et donc c'est primordial de bien calibrer tout ça, ce qui fait qu'on a besoin d'investir massivement dans cette compétence, qui est la compétence de en fait, ce qu'on appelle chez nous de planification du réseau, également parce que les lignes, elles sont pas statiques, c'est-à-dire que la ligne, je vais lui changer ses horaires, les jours fériés, les vacances scolaires, les jours spéciaux, d'une année sur l'autre, si je me rends compte que la demande a un peu changé, je vais modifier mes horaires, donc tout ça c'est énormément de travail. C'est vivant en fait. C'est hyper vivant, c'est pas du tout un truc, on planifie une ligne et après on s'en occupe plus jamais, on planifie une ligne. Et tu me disais que finalement c'est beaucoup plus complexe que les lignes aériennes. Alors, d'un point de vue, pas nécessairement planification, mais d'un point de vue tarification, c'est un autre sujet. C'est là où je voulais en venir, en fait, parce que explique-nous comment ça fonctionne. Moi, c'est un des trucs qui m'a beaucoup frappé quand je suis arrivé chez Flixbus, c'est de me rendre compte en fait, de la complexité des technologies de yield management qu'il y a derrière ce type d'activité. Effectivement, on est habitué à entendre parler de yield et de tarification dynamique dans l'aérien. C'est très complexe, je ne sous-estime pas du tout la complexité. Néanmoins, quand on price un Paris-New York, avec différentes catégories de classes, différentes choses, mais il n'y a qu'une seule origine-destination, il n'y a qu'un seul trajet possible. Nous, quand on va faire un Paris-Madrid, le car il va s'arrêter 5-6 fois sur le chemin. Ce qui fait que quand on regarde le nombre de combinaisons possibles de trajets sur un Paris-Madrid, en réalité, c'est 20 à 30 combinaisons de voyages possibles. Oui, par exemple, si tu fais Paris-Madrid, c'est une combinaison. S'il y a quelqu'un qui monte à Bordeaux sur le trajet, c'est un Bordeaux-Madrid, donc c'est une deuxième combinaison. Il y a le troisième Bordeaux-Paris, et plus on rajoute d'étapes, et plus ça fait de combinaisons possibles. Donc, il va falloir qu'on soit capable de pricer en direct, puisqu'on fait de la tarification dynamique qui est vivante, qui est faite en live. Chacun de ces tronçons, donc j'ai 30 prix différents à pricer. On va aller regarder en direct les prix de nos concurrents, lignes d'autocar, train, aérien, covoiturage. Donc ça, c'est un premier aspect des choses. Ensuite, il va falloir que moi, je prenne mes propres stratégies sur cette ligne en question, de dire est-ce que je préfère vendre le truc long, le Paris-Madrid, ou plutôt le truc court, le Paris-Bordeaux, un mois avant le trajet, au risque de ne plus avoir de place sur le deuxième tronçon pour quelqu'un qui voudrait faire un Paris-Madrid. Donc, il y a énormément de stratégies à implémenter. Et en fait, ça rend la complexité de ce métier de yield énorme sur ce business quand on sait qu'on doit le voir à l'échelle européenne et demain mondiale, sur un réseau qui est complètement interconnecté, avec tous ces arbitrages qu'on doit faire en permanence. Et donc, tout ça pour dire qu'on a fait le choix chez Flixbus de développer nos propres outils
depuis le début. On est parti d'une feuille blanche, nos propres algos de pricing. C'est chez Flixbus des dizaines et des dizaines d'ingénieurs qui travaillent uniquement sur ces aspects de yield, parce que c'est le nerf de la guerre évidemment sur notre activité, et qu'il faut qu'on soit hyper performant et que les outils disponibles sur le marché qui s'adaptent bien à l'aérien par exemple ne sont pas du tout adaptables à notre activité. C'est hyper clair. Maintenant qu'on a parlé du pricing, j'ai envie qu'on parle de l'utilisateur en fait. Bon, j'imagine que vous êtes mobile first parce que ça doit représenter, je sais pas, 80% ou je sais pas quel tu vas me dire des utilisateurs. Mais c'est quoi les attentes du marché aujourd'hui, maintenant qu'il est éduqué? C'est quoi les évolutions du consommateur? Comment vous les percevez? C'est quoi votre vision? Alors, notre vision, c'est que évidemment, il doit y avoir deux aspects, mais en fait, comme souvent dans l'e-commerce, pour le coup, c'est un aspect d'être le plus simple possible et le plus intuitif possible pour la première partie finalement de l'expérience, qui est la réservation. Donc, évidemment, pousser à fond les usages mobiles, apps, etc., avec un parcours d'achat qui soit le plus court possible et autres. Et ensuite, il faut qu'on soit également au top en termes d'expérience client en tant que tel dans le car, parce que même si on est aujourd'hui le mode de transport le moins cher qu'on puisse trouver sur la longue distance en Europe, les clients sont malgré tout très en attente de services qualitatifs et n'acceptent pas du très low cost, et c'est pas du tout ce qu'on veut offrir. Donc, on travaille énormément pour améliorer ces deux aspects aujourd'hui de la chaîne de valeur, la réservation et l'expérience client. Pour donner des exemples concrets, on a déployé récemment dans tous nos autocars en France et en Europe un système d'onboard entertainment qui fait qu'on peut accéder avec son propre device à un catalogue de films qui est pré-téléchargé dans l'intranet du car. Donc, on n'a même pas besoin de se connecter à un réseau 3G ou 4G, à des films, à des livres, à des musiques, etc. Donc, on développe également des features qui ne sont pas des trucs complètement dingues. Enfin, je veux dire, évidemment, ça existe dans l'avion depuis des années, mais on l'offre. C'est pas en option, c'est nouveau. C'est compris dans le prix du billet systématiquement. C'est jamais en option. C'est-à-dire qu'en fait, attends, mais c'est intéressant parce que dans le billet, quel que soit, quand tu achètes ta place dans le car pour le trajet que tu souhaites, t'as pas une notion de classe. T'as pas une notion de gamme dans l'accès à des services. Non. On n'a pas de gamme, on n'a pas de classe. C'est unifié. Et on a même poussé, en fait, parce que c'est souvent un reproche, ou en tout cas une question qu'on nous pose, on n'a même pas de système de fidélisation ou de carte de réduction. Pourquoi ? Parce que systématiquement, les prix qu'on offre sont des prix planchers. On ne peut pas aller en dessous d'un point de vue économique. Et on veut simplifier encore une fois au maximum l'expérience d'achat, et on veut pas brouiller les pistes avec trop de choses qui soient donc on comprend bien en fait l'expérience. Maintenant, c'est quoi le marché? Il attend quoi? Le marché, il attend une offre qui soit la plus large possible, c'est-à-dire en termes de réseau? En termes de réseau, ouais. En termes de réseau, parce que en tout cas les profils de nos utilisateurs, c'est des gens qui voyagent pas mal, qui sont évidemment très attentifs à leur portefeuille. Donc il faut qu'on soit hyper faut qu'on soit systématiquement le mieux disant en termes de prix, et qu'on ait une offre qui réponde systématiquement à leurs demandes, ou en tout cas à 99% des... Et là, en fait, vous avez une forme de maturité par rapport à ces attentes de marché, si je comprends bien. C'est-à-dire que vous avez une offre qui est cohérente, enfin qui est structurée. Maintenant, il faut le volume, c'est ça? Exactement. Alors l'offre, elle continue d'augmenter tous les ans. On fait toujours 30% de croissance de l'offre tous les ans, par exemple en France. L'ouverture de nouvelles lignes, c'est ça? L'ouverture de nouvelles lignes, où on rajoute de la fréquence sur des lignes qui existent déjà. Ouais. Sur du Paris-Lille, j'ai pas l'application dans les yeux, mais on a peut-être 25 départs par jour. Pour faire... Donc il faut qu'on ait énormément de fréquences. L'idée, c'est que un utilisateur demain qui veut se déplacer à Paris ou je ne sais où, de Lyon, de Lille ou de Bordeaux, ils se disent, je sais que je vais avoir une offre qui va correspondre à mon besoin chez Flixbus. Donc, je vais télécharger l'application. Je sais que c'est les meilleurs en termes de prix. Donc, c'est un frein à la croissance, en fait. C'est cette incapacité à délivrer des trajets. Bien sûr, parce que si vous avez un réseau qui est trop petit, le jour où votre utilisateur, votre client, il ne va pas trouver son bonheur chez vous, il va aller autre part. Ouais. Et les clients, il ne faut pas non plus exagérer, ce n'est pas des clients qui sont super fidèles. Ils sont très sensibles au prix. Il y a beaucoup de gens qui utilisent des comparateurs, qui vont aller comparer, qui vont être hyper sensibles au prix en valeur absolue à 5 €, à 1 €. On parle vraiment de cette typologie de clients. J'ai discuté avec des clients qui faisaient un Paris-Madrid en car, c'est 20 heures ou 16 heures.
parce que le ticket était 20 € moins cher qu'un ticket de compagnie aérienne, d'avion. Non. Mais parce que nos clients sont des gens qui sont très sensibles en valeur absolue au prix. Ok. Donc, il y a beaucoup de gens pour qui 20 € c'est important. Mhm. Je ne parle pas évidemment des coûts d'acheminement à l'aéroport, etc. Donc, ça enchérit évidemment le prix d'un ticket d'avion. Mhm. Mais pour qui c'est important? C'est aussi pour ça que on a des lignes de nuit qui cartonnent sur le réseau européen, parce que pour les gens qui utilisent nos services, dormir dans le car, c'est économiser une nuit d'hôtel. C'est quoi une ligne de nuit par rapport à une ligne de jour en dehors du fait qu'elle roule la nuit? Est-ce que ça change quelque chose? Ça change absolument rien, si ce n'est que, j'en parlais tout à l'heure, on va avoir un deuxième chauffeur pour Oui, non, mais pour le passager. Pour le passager, c'est le même confort. C'est exactement les mêmes véhicules avec des sièges qui s'inclinent, etc. Voilà, mais il va pouvoir dormir dans le car, donc c'est souvent la nuit un peu, le temps passe plus vite, on va dire. Parle-nous de la typologie justement de tes consommateurs en France. Et comment il y a des catégories? Ouais, c'est quoi alors ça a commencé sans surprise avec beaucoup d'étudiants qui sont des gens qui ont des problématiques de budget et un peu moins de problématiques de temps. Très vite, on a vu arriver une deuxième catégorie de personnes qui ont exactement les mêmes problématiques, qui sont les retraités. Parce que voilà, il y a beaucoup de retraités qui sont avides de déplacement mais qui ne peuvent pas nécessairement le faire par les modes de transport traditionnels qui coûtent très cher. Et puis ensuite, plus le marché a été éduqué et plus le marché, on va dire, est devenu mature, et plus on a d'autres typologies de clients qui sont arrivés, beaucoup de familles, énormément de familles pendant les vacances scolaires. On va en reparler. On a énormément de gens maintenant qui peuvent voyager à titre professionnel. Ça, c'est assez intéressant. Sur certaines lignes, alors il y a des typologies de lignes où on va être plus rapide que le train. Les lignes qui relient Paris à la Normandie. Ouais, j'allais dire le Paris-Caen. On est plus rapide que le train. Ouais. On a des cars qui partent de la Défense avec du Wi-Fi, des prises de courant. Les gens qui partent de la Défense, ils montent dans le car, ils sont à pied d'œuvre, ils arrivent dans leur ville au Havre, à Rouen, à Caen. Ils ont mis moins de temps qu'ils étaient allés chercher un train à Saint-Lazare. Le truc est 10 fois plus fiable parce qu'on n'a pas de panne à répétition sur la ligne. Et on peut bosser dans le car. Donc en fait, et on est 3 fois moins cher. Donc il y a tout un tas d'usages qui sont en train de se créer. On n'estime pas que ça va devenir notre core market, mais sur certains axes et sur certaines typologies de clients, on voit de nouveaux usages se créer, et c'est assez intéressant. Alors, à propos de nouveaux usages, on va continuer assez logiquement sur les trains. Parce que les trains, c'est un concurrent, mais là, il y a la communication qui nous est parvenue sur la volonté de Flixbus d'ouvrir Flixtrain. C'est je crois déjà le cas en Allemagne. C'est une volonté affichée dans le cadre de l'ouverture du marché en France. Raconte-nous un peu. Ouais, alors en fait, les racines de cette décision, elles remontent à beaucoup plus longtemps, en fait, à 2013-2012, au moment où les fondateurs ont imaginé Flixbus, ce que ça devrait devenir. L'ambition, ça n'a jamais été de se focaliser uniquement sur le bus. En réalité, on a toujours eu cette ambition de créer un acteur global de mobilité partagée. Donc demain, il y aura Flixfly. Alors, je ne peux pas dire s'il y aura Flixfly, mais il y a Flixcar qu'on a lancé en France qui a une plateforme de covoiturage qu'on a lancé en France il y a un mois, au moment des grèves. Flixtrain qui se développe énormément en Allemagne. On a annoncé officiellement qu'on lançait des lignes de train en Suède. Donc on a cette vocation à faire grossir ce réseau à l'échelle européenne également. En France, à ce stade, on est uniquement au stade de la déclaration d'intention. C'est-à-dire que c'était un timing qui nous était imposé par les autorités de tutelle pour les gens qui voulaient éventuellement se porter candidat. On est encore dans la phase d'étude poussée des conditions d'accès au marché, notamment des conditions d'accès au réseau ferré. Ça coûte très cher, c'est des prix qui sont imposés. Là, pour le coup, tu es obligé d'acheter un train? Alors, il faut acheter des trains. Alors, en Allemagne, on le fait exactement sur le même modèle que en fait, sur le modèle de car, c'est-à-dire qu'on a des partenaires privés. Mais comment il y a des trains privés en Allemagne? Bien sûr. Alors, le marché est ouvert en Allemagne depuis 20 ans. Il n'y a jamais eu de concurrent à la Deutsche Bahn sérieux depuis Flixtrain depuis 2018. Et il y a beaucoup, en fait, mais même en France, quand on creuse un peu, il y a beaucoup d'opérateurs privés qui font du train en France. Ah oui. On les connaît pas parce que le marché du transport de passagers n'est pas ouvert à la concurrence, mais par exemple le fret est ouvert à la concurrence. Donc trouver des gens dont l'ADN et dont les compétences est de faire rouler un train, il y en a plein. On peut en trouver plein en France. Nous, notre proposition de valeur et notre deal, c'est de dire, vous faites rouler les trains, nous, on fait monter les passagers dedans. Donc ça ne change pas du tout finalement de notre modèle initial sur le car. Et il y a beaucoup de candidats. Donc là, on est encore un peu tôt pour pouvoir dire... Alors, on va officiellement se décider d'ici fin du premier trimestre 2020, donc ça va venir assez vite, pour un éventuel lancement de notre activité de train en France
début 2021, donc ça va venir aussi très vite. Très vite, ouais. Voilà, donc là, on est dans les phases finales, on va dire, de l'étude de marché. C'est un peu tôt encore pour donner une réponse définitive sur le sujet, mais en tout cas, la volonté de faire du train, si c'est pas en France qu'on en fait, ça sera dans d'autres pays européens, à coup sûr, d'autres nouveaux pays européens dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent. Alors, on a commencé à en parler un peu, et avant qu'on arrive sur la question de la fin, parlons un peu des grèves. Aujourd'hui, nous sommes le 7 janvier 2020 quand on enregistre cette interview. On est encore en plein dans les grèves des transports dont les acteurs manifestent contre la modification des régimes de retraite. On sort des vacances de fin d'année, de Noël, qui ont été un peu perturbées justement à cause de ces grèves. Grève égale impact positif pour Flixbus. Alors, la grève, c'est quelque chose qui est évidemment, alors, en fonction de l'espace-temps qu'on a, qui malgré tout est assez court en général. Pendant la période impactée par la grève, oui, bien sûr, en termes d'activité, pour nous, c'est un boost qui est assez exceptionnel. Là, on a fait, par exemple, sur le mois de décembre 2019, 2 fois plus de passagers transportés que si on compare au mois de décembre 2018. Ouais, c'est énorme. Sachant qu'il y a une partie de cette croissance qui est liée à la croissance naturelle du marché, donc qui n'est pas liée directement à la grève. Mais malgré tout, il y a quand même une grosse partie de cette. Parce que vous êtes sur des taux de croissance annuels de l'ordre de 30 à 40%. Ouais, donc, voilà, donc tout le tu reste. multiplies plus que par 2 exactement. la croissance. Donc évidemment que c'est un impact qui est assez fort, qui reste néanmoins assez minime à l'échelle de notre activité sur une année. Donc on va dire que le gain économique lié à la grève, c'est pas quelque chose de dingue en ce qui nous concerne. En revanche, là où on voit un effet de moyen long terme qui est beaucoup plus puissant que la grève en elle-même, c'est ce qui se passe après la grève. Puisque la grève, ça a une vraie vertu pour nous, c'est de faire découvrir notre mode de transport à des gens qui auraient probablement jamais voyagé en car s'il n'y avait pas eu cette grève. Qui auraient attendu un peu longtemps. Ou qui auraient attendu plus longtemps. Et donc ces gens-là, on l'avait déjà vu lors des grèves de 2018, puisqu'on étudie beaucoup les cohortes de clients, etc. Ils reviennent, en tout cas une partie revient, parce qu'elle s'est rendue compte que finalement c'était un mode de transport qui était beaucoup plus confortable que ce qu'elle pensait, qui était beaucoup plus abordable que l'imaginaire. En tout cas, elle n'avait jamais testé, elle savait que c'était moins cher, mais sans avoir pu mesurer ça. Et voilà, qui se dit, peut-être que dans un cadre différent de celui dans lequel j'ai déjà utilisé la première fois le car, je vais le réutiliser pour un autre usage, ou pas d'ailleurs, ou pour le même. Et on se rend compte qu'il y a vraiment un effet de plancher qui est atteint à chaque grève. On redescend jamais après une grève là où on était avant la grève. En termes de donc en fait, les grèves, c'est un outil de recrutement pour toi, c'est clair. Pour Flixbus. C'est un outil de recrutement qui est superbe. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez le mettre dans une stratégie long terme de recrutement, puisque tu es certain que chaque année, tu vas avoir des grèves. En France. Alors là-dessus, on ne peut pas l'intégrer, en tout cas dans nos business plans, on va dire que c'est compliqué à intégrer de façon très scientifique, mais c'est vrai que depuis 2015, on a été bien aidé. Faut reconnaître, le marché des autocars, pas uniquement Flixbus, mais a été, au même titre que les plateformes de covoiturage, énormément aidé par les grèves de la SNCF. Bon, écoute, merci pour ce petit clin d'œil. C'était intéressant de voir les conséquences que peuvent quand même peut-être avoir pour certains acteurs positives, les grèves, des conséquences positives des grèves pour vous. Avant qu'on ne se quitte, la question que j'aime bien poser, c'est en fin d'interview, c'est l'activité de transport en autocar et les sujets, on va dire, globaux de RSE, écologique, de transformation durable. Comment ces sujets-là, tu l'as évoqué en début d'interview en disant que c'était dans l'ADN, mais raconte-nous un peu ce que ça veut dire pour toi, pour Flixbus de façon globale. Ouais, alors c'est vrai que c'est pas quelque chose, on va dire, qu'on dit et qu'on ne fait pas. Il y a un vrai ADN écologique chez Flixbus, mais réellement, pour l'anecdote, André, un de mes 3 fondateurs, est un ancien du parti vert allemand, donc c'est pas pour autant que ça prouve qu'il y a des faits derrière, mais on a vraiment cet ADN vert pour plein de raisons. La première, c'est qu'on croit fondamentalement que pour pouvoir exister sur le long terme, il va bien falloir évidemment qu'on soit acteur très très proactif de cette transition écologique et qu'il faut on a un rôle à jouer qui est super important là-dedans. La deuxième raison, c'est qu'on estime, et je pense qu'il y a beaucoup aussi d'éducation à faire de ce point de vue-là, en France particulièrement, que l'autocar est une vraie solution
à ce problème des émissions de CO2 par exemple, beaucoup plus qu'un problème. Pourquoi ? Parce qu'un car bien rempli, c'est l'équivalent de 30 voitures qu'on retire des routes. Nous, on a énormément d'études qui sont à la fois des études menées par Flixbus, mais aussi des études menées par des organismes officiels. Et parce que tu es en train de me dire que finalement, les passagers des bus sont... qui démontrent que vous les retirez des voitures 50, et pas des cars. 50% des trains. De nos clients, et là je parle de l'ensemble des clients des cars, pas uniquement de Flixbus, viennent de la voiture individuelle. 50%. 50%. Une bonne partie probablement du covoiturage, qui est déjà plus vertueux que l'autosolisme, mais malgré tout, un autocar bien rempli à 60-70%, c'est 2 fois plus vertueux par passager qu'une voiture remplie à 100% lors d'un covoiturage, et c'est 6 à 8 fois plus vertueux qu'une voiture conduite par une seule personne. Donc, intrinsèquement, déjà, notre activité, elle est génératrice d'économie de CO2, clairement. Ensuite, on est super en pointe, justement, on en parlait tout à l'heure, on demande à tous nos partenaires d'acheter des véhicules neufs ou quasi neufs pour qu'ils soient nécessairement aux dernières normes Euro 6 anti-pollution, pour qu'ils polluent le moins possible. On va proposer à tous nos passagers, à tous nos clients, de compenser leurs émissions de CO2 en arrondissant par exemple le prix de leur ticket à l'unité supérieure. Et pour qu'ils aient cette comment c'est arrondi comment c'est compensé ? Alors, on compense ensuite, on mène des actions avec des ONG environnementales. En Afrique, on finance des panneaux solaires, on plante des arbres, on fait plein de choses derrière, concrètes, évidemment. Et ça, vous rendez compte auprès de vos clients des actions qui sont... Oui, tout à fait, on communique beaucoup dessus. On est également vers de plein d'autres façons. On est les premiers en Europe et au monde à avoir lancé une ligne longue distance d'autocars électriques. Ça date d'avril 2018 entre Paris et Amiens. Ouais. C'est un autocar 100% électrique qui n'émet pas de CO2. C'est un clin d'œil, Amiens. C'était, on va dire, une petite cerise sur le gâteau. On avait le choix entre plusieurs villes et c'est vrai qu'Amiens, ça nous a paru assez sympa pour le clin d'œil. Il faut savoir que on est les premiers à l'avoir fait. Amiens, attends, pour ceux qui n'ont pas pris le clin d'œil, c'est quand même la ville de Macron. Voilà, exactement. On est les premiers à l'avoir fait à ce jour, toujours les seuls. Ça demande des vrais challenges technologiques. Donc là, on a travaillé avec les constructeurs. Et on continue de travailler avec les constructeurs maintenant sur d'autres technos, notamment la techno à hydrogène, pour que les transports soient de plus en plus verts. On fait rouler nos trains en Allemagne à l'électricité verte, renouvelable, 100% renouvelable. Donc on a tout un tas d'actions qu'on entreprend chez Flixbus pour essayer d'être proactif et de jouer aussi notre rôle, qui est un rôle d'acteur, un des acteurs maintenant principaux de la mobilité en Europe, pour être proactif là-dessus. Un sujet d'ailleurs vert et social, dans le sens où tu dis que finalement la démocratisation du transport, c'est-à-dire en fait avec un accès, un pricing plus bas, donc un accès plus large, permet à des gens qui n'auraient pas été forcément mobiles de le devenir. Oui, c'est vrai qu'il y a un vrai aspect social à cette activité. On ne va pas raconter qu'on est des philanthropes et qu'on fait ça pour ça, mais c'est vrai que la création et l'ouverture de ce marché a permis aussi de la mobilité, a généré de la mobilité en France. En tout cas, j'ai les chiffres pour la France. On a des chiffres qui viennent de l'ARAFER, qui est l'autorité de tutelle, qui dit que, en gros, environ 20% des passagers qui circulent dans les cars Macron sont des gens qui n'auraient pas voyagé sans ce mode de transport. Ce qui veut dire que, évidemment, on crée de la mobilité, de l'inertie. Pourquoi ? Parce qu'on est le mode de transport le moins cher qui soit sur la longue distance, et parce qu'on est super simple d'usage. Et du coup, ça ouvre de nouvelles portes à des gens, de nouvelles possibilités à des gens qui n'avaient pas nécessairement prévu de voyager auparavant, ou en tout cas qui n'en avaient pas les possibilités. Bah écoute, merci Yvan pour ce témoignage. Merci pour... la franchise avec laquelle tu nous as raconté toute cette histoire. On a un épisode qui est un peu long, mais qui est tellement riche de témoignages. Et puis, c'est pas tous les jours que on peut entendre témoigner d'un marché qui s'ouvre, parce que tu le disais justement, c'est une opportunité qui apparaît pas tous les 4 matins. Donc, merci d'avoir pris le temps de nous expliquer comment ça fonctionne. Avant le mot de la fin, on peut te suivre où ? Alors, on peut me suivre. Je suis pas très Twitter, bizarrement. Mais de moins en moins de personnes. Non, je suis sur LinkedIn. Alors, je réponds pas nécessairement à tout, mais oui, si on veut me contacter, je répondrai via LinkedIn. Ouais. Bon, merci encore, Yvan. Merci à vous tous qui écoutez les Digital Doers. Vous êtes toujours plus nombreux et sachez que vous pouvez participer à la popularité de ce podcast en
le notant 5 étoiles sur Apple Podcast, ça contribue bien. Partagez-le autour de vous, puisque c'est comme ça que aussi le podcast est connu. Merci encore, et si vous souhaitez me contacter, vous pouvez le faire de façon directe sur le site lesdigitaldoers.com. Merci et à bientôt.